faites place! Un géant est entré dans cet espace. Lenovo peut maintenant se vanter d'avoir officiellement introduit le marché des PC portables et le fait en grande enjambée. Et par grande, je parle pas seulement de la taille de l'écran et de la console de jeux de PC. Il y a de nombreuses façons dont Lenovo trouve des moyens de se différencier dans ce marché en croissance rapide, mais en faire le plus ne signifie pas toujours faire le mieux. Avec cette critique, nous ne laisserons aucune particularité sans réponse, alors attachez-vous, cela va être copieux. Salut, je suis Clef et vous regardez GameTech Talk. Comme toujours, nous suivrons les diapositives d'introduction, donc nous passerons en revue les spécifications en nous arrêtant sur des détails spécifiques pour les approfondir. Les composantes internes, puis les composantes externes et ensuite tout le reste. Nous aborderons les performances, ferons quelques comparaisons en cours de route, mais nous allons aussi nous assurer de mettre en évidence ce qui distingue le Legion Go tout en abordant les décisions où Lenovo aurait dû prendre du recul. À la fin de cette critique, vous saurez de quoi il est capable et si cela vous convient. À vos marques, prêts? Go! C'est parti! Donc, dès le départ, avec un écran aussi grand que cela, ça ne passe pas inaperçu et ne devrait pas l'être. Ce n'est pas le premier écran de ce type en termes de résolution. Le modèle d'entrée de One Netbook, le One X Player 1165G, que j'ai parlé dans une autre critique anglophone du One X Fly, avait également un écran de 1600p, il faisait 8.4 pouces et n'avait pas le même taux de rafraîchissement, ce qui fait que Lenovo a introduit effectivement le premier écran de 144 Hz que nous avons vu sur un PC portable. Mais la résolution n'est pas la seule chose qui fait de cet écran une belle pièce. Vraiment, les couleurs sont assez vibrantes et si vous êtes d'accord pour utiliser l'écran à la moitié de sa luminosité, les niveaux de noir sont également assez bons, même que parfois je dirais trop bons, cependant parce que j'ai vu des noirs se faire écraser, c'est-à-dire que je parierais que Lenovo a appliqué une couche pour assombrir le rétroéclairage et créer des noirs plus profonds. Cela dit, ça fonctionne dans certaines mesures, mais c'est pas comme du OLED et aussi ça peut également donner des inconvénients dans les scènes plus sombres. Donc dans l'ensemble, cet écran de 8.8 pouces est magnifique, dans des visuels surtout colorés et lumineux. Les angles de vision chutent un peu, plus que ce que je voudrais personnellement, mais lorsque vous êtes assis directement devant, ce qui devrait être le cas la majorité du temps, c'est quand même quelque chose de magnifique et globalement un écran qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Également, la densité de pixels est quand même assez bien avec 343 ppi et n'est surpassé que par le GPD Win 4. Cependant, et je ne peux pas trop le souligner, d'avoir une haute densité au niveau du pixel associée à une haute résolution dans des appareils où les ressources sont limitées est un peu comme tricher. C'est-à-dire que la majorité du temps, vous ne ferez pas tourner vos jeux AAA en 1600p ou peut-être même pas en 1200p. Vous allez peut-être vous tourner vers du 800p. Donc, bien que l'écran paraisse net et vraiment clair, je vous dirais que pour certains jeux, ça va être un peu plus embrouillé que si vous aviez une résolution un peu plus basse. Naturellement, avec FSR 3 qu'on devrait recevoir sous peu, ça devrait aider à rendre ce panneau complètement utilisable, ce qu'on verra dans le futur avec les performances une fois le système disponible. Avant de passer à d'autres composantes matérielles, parlons du fait que l'écran est de type portrait. Ce que vous devez savoir si vous avez l'intention de jouer à de nombreux anciens titres rétro sur PC, les écrans en mode portrait peuvent contribuer aux complications que vous rencontrerez. C'est-à-dire que de l'autre côté, avoir un écran en mode paysage peut contribuer aux lignes de balayage que vous rencontrerez en jouant. C'est-à-dire qu'en activant la synchronisation verticale, donc V-Sync, à moins bien sûr qu'il y ait une autre technologie, ce qui n'est pas le cas dans Legion Go, vous allez aussi créer un peu de latence au niveau de vos rentrées de jeu. Donc pour cette même raison, personnellement, j'ai une préférence pour les panneaux en portrait, mais ceci dit, le Rogue Ally est réputé parce que celui-ci se retrouve avec un panneau de type paysage avec la technologie VRR. Le VRR qui lui élimine ce qu'on va appeler scanline en anglais ou encore la latence perceptible au niveau des touches. À droite de l'écran se cache un petit capteur de lumière ambiante discret qui est activé par défaut, donc si ça vous déplaît que votre luminosité soit changée automatiquement, n'oubliez pas de le désactiver. Donc, assez parlé de l'écran, la console est composée de son unité principale,
que nous pouvons séparer des manettes en utilisant la petite encoche. J'en profite pour préciser, au moins sur mon unité, les manettes sont très stables, très fixes. Donc, en les faisant glisser vers le bas, nous allons trouver chaque bord un système de rails pour les installer, communiquer et également les charger. Et de plus, nous trouverons deux ports USB 4, un en haut, un en bas. Les deux ont le protocole USB 4, donc ils sont capables de prendre la sortie vidéo et également sont capables de supporter les GPU externes pour une expérience dock, bien qu'il n'y a pas de dock officiel annoncé, du moins à ma connaissance. Je peux confirmer qu'il fonctionne très bien avec ceux qui sont déjà disponibles. Les deux ports USB peuvent charger l'appareil. J'ai essayé de le faire simultanément. Ça n'a absolument rien changé au niveau de la rapidité de chargement, contrairement à la ligne de téléphone portable de Lenovo Legion Duo qui est maintenant discontinuée. De plus, nous avons deux microphones intégrés dans le corps de la console elle-même. Et voici un test audio. Mic check 1, 2, this is Clef. Hi, you're watching GameTech Talk. Sur le dessus se trouvent les boutons de volume, le ventilateur d'échappement, le bouton d'alimentation. Une prise triple support 3.5 mm qui prend à la fois les sorties stéréo et une entrée microphone. Deux haut-parleurs orientés vers le haut. Voici un autre test audio. Maintenant, les haut-parleurs du Go sont une conception qui est un petit peu étrange dans l'ensemble. Je pense pas que les haut-parleurs ne soient de mauvaise qualité. En fait, les deux sonnent très bien. Le problème est plutôt que ceux-ci viennent vraiment contourner les ventilateurs. Donc, constamment, lorsqu'on écoute le son de l'appareil, on entend également le bruit du ventilateur qui, je vous dirais, n'est pas discret. En réalité, même, il me rappelle un peu les premiers PC de jeux portables tels que le GPD Win 2. Si je l'avais encore, honnêtement, je les mettrais en comparaison les uns et les autres. Je vais vous dire, le Legion Go a beaucoup de mérite, mais celui-ci n'en est pas un. Les fans sont quand même assez bruyants. Et le deuxième point, surtout compte tenu de la taille et du poids, les haut-parleurs pointent pratiquement tout le temps à l'opposé de vous. Donc, c'est pas les pires que j'ai entendus, honnêtement, mais je trouve qu'au niveau de la conception, c'est quelque chose qui aurait dû être pensé différemment. Ce qui est génial, par contre, définitivement, c'est le support qu'on va retrouver à l'endos du Legion Go, qui rappelle un peu celui de la Switch OLED et qui, j'espère, va être adopté par plus de fabricants à l'avenir. Et donc, et non le moindre, on a bien sûr le micro SD pour lequel les vitesses ne sont pas mentionnées par le manufacturier. Alors, tournons-nous maintenant vers les manettes, celles-ci qui fonctionnent à batterie, un peu pour nous rappeler celles des Joy-Con. Donc, vous pouvez les utiliser sans fil. Elles ont ce que j'appellerais des moteurs haptiques, similaires à ce qu'on retrouve dans les cellulaires. Bien que, en général, je préfère les moteurs de cellulaire plutôt que ceux à vibration qu'on retrouve dans les manettes à bon marché. Je trouve que la coquille de la manette est quand même un peu trop large pour bien transmettre la vibration et donc c'est un des rares appareils sur lesquels personnellement je désactive le moteur haptique parce que je le trouve dans un premier temps bruyant et très peu généreux au niveau de ses vibrations. Par contre, là où le moteur haptique est très utile est au niveau de l'utilisation du pavé tactile qu'on retrouve sur la manette de droite. Ce qui d'ailleurs, en parlant rapidement, concerne la réactivité et le positionnement, c'est vraiment une addition fantastique. Mais encore une fois, je suis un peu confus avec quelques des décisions qui ont été prises. Donc c'est un trackpad qui a un toucher singulier, donc on peut pas mettre, admettons, les deux doigts pour basculer notre page Internet, comme par exemple. Et celui-ci ne reproduit pas le toucher, mais simule bien une souris. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, lorsque vous cliquez sur l'écran, à un endroit où vous pouvez faire une entrée de texte, ça va faire apparaître le clavier. Tandis que lorsque vous cliquez avec le trackpad, ça ne le fera pas. Donc, ça vient un petit peu éliminer, je trouve, l'objectif d'utiliser le trackpad dû au fait qu'on va devoir quand même faire un raccourci pour faire monter le clavier de façon assez régulière. Ceci dit, c'est quand même une belle addition, mais une qui
perd un peu son sens selon moi. Les manettes par contre, dans l'ensemble, restent quand même extrêmement uniques sur le marché et ont beaucoup d'atouts. Le côté gauche a 2 boutons personnalisables par l'utilisateur. À ce stade-ci, ceux-ci peuvent seulement être utilisés pour faire des entrées simples, c'est-à-dire pas de raccourci, pas de turbo, pas de macro, un peu comme on retrouve sur le Rogue Ally. Alors on peut même pas faire de raccourci comme par exemple retourner sur le bureau avec la touche Win-D. En espérant que Lenovo se sentait peut-être pressé d'amener l'appareil au marché et qu'ils vont par la suite améliorer le logiciel parce que pour l'instant, disons que les boutons sont utiles, mais quand même décevants dans l'ensemble de ce qu'on pourrait y faire autrement. Et si on parle du côté gauche, l'emplacement des boutons est confortable, l'ergonomie est quand même très bien. Un autre aspect qui n'est pas tout à fait logique par contre, c'est la valeur des boutons. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que les 2 boutons du haut seraient Select et Start et que les 2 qui sont en bas de la manette gauche seraient plutôt des boutons de fonction. Mais en réalité, Lenovo a décidé de faire l'inverse sans nous offrir la possibilité de changer ceux-ci. Donc le bouton de haut à gauche rouvre le Legion Center qu'on va couvrir un petit peu plus tard et celui de en haut à droite nous offre un accès rapide à certaines options qu'on va également revoir un peu plus tard. Donc déjà dans un premier temps, je trouve qu'un de ces boutons-là aurait dû justement nous donner une facilité à retourner au bureau parce que je vais vous dire, c'est quand même un problème sur ce type d'appareil. Et également, je suis un peu surpris qu'on n'a pas l'opportunité de pouvoir tenir enfoncé la touche pour aller chercher une deuxième fonction. Par contre, celui de haut à gauche peut être utilisé pour des raccourcis. D'ailleurs, un des raccourcis les plus utiles est de faire le bouton lui-même avec L1. Ce qui va nous montrer toutes les commandes disponibles à l'écran. Donc, pour un accès rapide, c'est quand même bien. Quant à la manette de droite, aussi qui est quelque chose d'unique. Tout d'abord, elle dispose également de 2 boutons personnalisables, mais ceux-ci sont placés de façon très étrange, exactement où la console rentre dans la paume de la main, ce qui fait que des touches accidentelles arrivent assez fréquemment. Également, on a une molette qui est dissimulée sur la manette, un peu comme sur une souris, qui fonctionne exactement de la même façon, même que ce bouton peut être cliqué. Par la suite, vous avez l'interrupteur en bas de la manette qui fait qu'on peut en faire un peu une souris improvisée, parce que la manette a un capteur en dessous. Bien qu'on puisse le déposer dans un socle pour pouvoir déplacer la manette exactement comme une souris, on peut également l'utiliser sans le socle, cependant c'est bien mieux avec. Je dois dire, cette fonction est extrêmement impressionnante et fonctionne avec brio. En mode souris, les boutons sont faciles à atteindre. La manette repose, comme je disais, dans son dock grâce à des aimants qui sont quand même assez puissants. Et c'est vraiment une façon intéressante et différente de jouer, mais qui crée vraiment une relation très facile d'accès à celle d'utiliser une souris. Vraiment, de faire le transfert de l'un à l'autre se fait de façon très naturelle, sans trop de complications. Vraiment, c'est un mode qui est surprenamment bien réalisé et bien conçu. Bravo Lenovo pour cette touche qui est très unique sur le marché. Je prends un instant pour préciser que sur un des boutons, on y voit inscrit R1 et M1. Et ça donne l'impression que ce sont des boutons différents, mais ce sont en réalité exactement la même chose. C'est tout simplement que le manufacturier a mis les 2 valeurs, tout dépendant le type d'utilisation qu'on en fait. Pour retourner vraiment ce mode souris, magnifique, j'adore. Une fois qu'on est en mode souris également, je précise que le logiciel qui nous permet de recalibrer les boutons personnalisables sont également différents, c'est-à-dire que lorsqu'on est en mode manette, on a les touches de manette. Lorsqu'on est en mode clavier-souris, nous avons des touches de clavier-souris, mais encore une fois, nous ne pouvons pas faire de combinaison. Donc, c'est-à-dire on peut réaliser une combinaison, mais nous devons le faire nous-mêmes. Donc, comme par exemple en prenant la touche M3, que je mets comme étant la valeur de la touche Win sur le clavier, et lorsqu'on prend l'analogue de gauche et qu'on le met vers la droite, ça donne D. Alors, vous me voyez venir, on peut faire un raccourci, retour vers le bureau. Disons que ça ne fonctionne pas très bien, mais c'est une solution en attendant que Lenovo améliore son logiciel. Une chose aussi qui est particulière au Legion Go, qui n'est pas nouveau sur le marché, mais qu'on n'a pas encore vu sur des appareils, disons, de grand public, des joysticks analogues de type Hall Sensor. Donc, plutôt que d'utiliser des potentiomètres pour la lecture, ceux-ci utilisent des aimants. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de glissement un peu comme Joy-Cons de la Nintendo Switch. Ça peut arriver quand même, mais les risques sont vraiment beaucoup plus minimes. D'autant plus que les aimants sur ce type de manette peuvent être recalibrés. Donc, c'est vraiment supérieur en général et beaucoup plus intéressant à long terme. Et également, on peut réduire les zones mortes de nos analogues. Parlons des analogues sur notre Legion Go. La qualité est vraiment très bien.
On va retrouver quelque chose qui est de taille moyenne, donc un peu comme qu'est-ce qu'on retrouve sur le Rogue Ally. Alors je dirais légèrement en dessous de qu'est-ce qu'on va avoir sur une manette Xbox Series ou DualSense, mais quand même on reste proche. C'est plus gros que ce que vous avez sur une Joy-Con, comme par exemple. Chaque bouton donne une excellente sensation en soi. Vraiment, l'ensemble des boutons, je vous dirais, est quand même excellent. La croix directionnelle a une forme excellente dans l'ensemble. Une belle sensation de clic, de même que pour les boutons sur le dessus, même chose pour les analogues, les triggers, les gâchettes en fait, pardonnez-moi, qui également performent vraiment avec beaucoup de précision et avec une sensation qui est très plaisante. Même que je vous dirais que ceux-ci sur le Legion Go rivalisent même avec ce que vous retrouvez sur les manettes de salon. Parlons maintenant de l'ergonomie. Donc, compte tenu de la taille de l'ensemble, l'ergonomie reste excellent et je vous dirais que dans l'ensemble nous donne l'impression que la console est beaucoup plus légère qu'elle l'est réellement. Et j'en profite également pour parler de la coque en tant que telle. Le matériel, je vous dirais, est quand même assez susceptible aux empreintes de doigts. Si c'est quelque chose qui vous dérange, sachez que le plastique utilisé n'est pas nécessairement efficace à ce point. Au niveau des composantes internes, on retrouve le même APU que dans le Rogue Ally, donc c'est-à-dire un Ryzen Z1 Extreme. Donc, exactement la même chose que ce qu'on a chez Asus. Lenovo n'offre pas non plus la variante qui n'est pas extrême. Par contre, ils le mentionnent dans leur manuel de référence du produit. Peut-être un indice d'un futur modèle, qui sait. Le Legion Go est disponible dans certains endroits en 2 variantes. Où moi je suis au Canada, nous n'avons qu'un seul. Je ne sais pas si c'est différent en France, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais si on se base sur les États-Unis, vous avez 2 modèles. Celui à 700 $ américains, qui est d'un 512 gigaoctets, et celui de 750 $ américains, qui a 1 téraoctet. Je vous dirais que si dans votre région, les 2 modèles sont disponibles, je recommande fortement de vous tourner vers le modèle avec le 1TO parce qu'en fait, pour la différence de prix, ça semble être une bien meilleure valeur. Ceci dit, vous pouvez remplacer le disque si vous voulez le faire vous-même, qui, si je ne me trompe pas, c'est un 2242 que nous retrouvons dans cette machine. Mis à part de ça, vous avez 16 gigaoctets de LPDDR5X avec une cadence de 7500 mégatransferts par seconde. En comparaison aux 6400 mégatransferts qu'on retrouve dans le Rogue Ally, ça peut quand même vous offrir plusieurs scénarios où vous ne verrez aucune différence, mais par contre, dans certains autres, vous allez avoir soit un peu plus de FPS dans vos jeux, ou sinon, y retrouver moins d'images saccadées. Donc, je vous dirais que cette augmentation d'approximativement 20% sur la vitesse de la RAM est quand même souvent négligée, mais un facteur où définitivement vous allez voir un avantage dans, je vous dirais, la grande majorité des cas, et au niveau de l'émulation, surtout lorsqu'on parle des tiers plus élevés, comme par exemple du PS3 ou encore de la Nintendo Switch, qui cette console fera quand même très bien. Et donc, somme toute, ça peut également vous donner aussi des avantages lorsque vous jouez des jeux natifs de PC, comme par exemple du AAA qui est très exigeant au niveau des ressources. Un autre point intéressant de l'appareil sont les gyroscopes qu'on va retrouver dans chacune des manettes, qui, je peux préciser, chacun d'entre eux ont chacun leur gyroscope, un peu exactement comme ce qu'on retrouve dans un Joy-Con. Cependant, je ne crois pas que l'unité principale, lui, possède également son gyroscope, non pas que ce soit un problème pour qui que ce soit. Quelque chose qui est particulier par contre, c'est que les gyroscopes vont seulement fonctionner si les 2 manettes sont attachées à l'unité principale ou si les 2 manettes sont détachées à l'unité principale. Donc, comme par exemple, si jamais vous avez le côté gauche qui est attaché et celui de droit qui ne l'est pas, vous n'aurez pas accès au gyroscope. Alors vraiment, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de mi-chemin, disons. Lorsqu'on parle de la batterie, nous avons une batterie de 49,2 Wh. C'est quand même, je vous dirais, un peu décevant. Compte tenu de la taille imposante du Legion Go, j'ai tendance à croire qu'il y aurait eu possibilité d'en mettre davantage. Mais bon, je peux me tromper. Ceci dit, si ça avait été le cas, ça aurait quand même augmenté le prix, le poids et potentiellement la chaleur. Donc, ne vous détrompez pas, c'est quand même bien. Et je vous dirais qu'en comparaison, c'est supérieur au principal compétiteur, c'est-à-dire le Steam Deck et le Rogue Ally. Mais si on compare à un autre appareil, comme admettons le Aya Neo-Kun, ce dernier a une batterie de 75 Wh. En fait, si vous souhaitez voir une revue de l'Aya Neo-Kun une fois qu'il sera en ma possession, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de sonner la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si du passage, vous pourriez y mettre un j'aime et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que, selon vous, est un plus grand avantage? C'est-à-dire une batterie immense comme celle qu'on va avoir dans le Aya Neo-Kun ou encore un écran 144 Hz
plutôt que le 60 Hz que le Kun a. Donc selon mes tests, je vous dirais que la batterie dure quand même plus longtemps que celle qu'on retrouve dans le Rogue Ally. Pas de beaucoup, mais quand même reste plus efficace et plus durable. Je vous dirais que le 1 heure est définitivement réalisable, même qu'on se tourne un peu plus vers le 1 heure et demie, voire peut-être même 2 heures. Les télécommandes, eux, peuvent durer jusqu'à 11 heures avant de s'éteindre. Bon, ceci dit, étant donné que vous allez être connecté la majorité du temps à l'unité principale, je vois pas comment ça pourrait être un problème, à moins que vous êtes constamment sur un dock. Sachez que les télécommandes peuvent, les manettes, pardonnez-moi, peuvent seulement se charger une fois connecté à l'unité principale. Après, je pense pas, encore une fois, que ce soit un problème pour qui que ce soit, mais je serais quand même curieux de voir si Lenovo va nous proposer un accessoire dans le futur. L'appareil prend en charge le Wi-Fi 6E ainsi que le Bluetooth 5.3, ce qui nécessite quand même une mise à jour indiquée par Lenovo. Les spécifications officielles ne mentionnent pas le support de la technologie MIMO, donc MIMO en tant que tel, mais elles mentionnent quand même avoir un réseau d'antenne 2x2 pour une fiabilité plus élevée au niveau du Wi-Fi. L'unité principale pèse 640 grammes. Une fois les manettes connectées, on parle de 854 grammes. La sensation en termes de proportion et de poids, je dirais, est incroyable, somme toute. Je suis pas en train de vous dire que vous allez jouer pendant des heures, les bras complètement allongés. Ça risque de vous déplaire quand même. Mais également, si vous vous mettez sur le dos, je pense pas que je voudrais qu'un Legion Go tombe sur mon visage. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que c'est surprenant à quel point on a l'impression que le Legion Go est plus léger que son poids véritable. Et si vous tentez de le prendre d'une façon, disons, inadéquate, il ne perdra pas son temps à vous rappeler que vous devez aller au gym. Donc, nous avons presque terminé avec les spécifications. Avant de passer au logiciel, abordons l'étui de transport qui vraiment est bien construite. On y retrouve beaucoup de rembourrage à l'intérieur. On a quand même une ouverture légère pour faire glisser le câble afin de charger l'appareil simultanément dans l'étui. Et ça inclut également un petit espace pour mettre le socle de souris. Un peu comme le Steam Deck, c'est un ajout qui est vraiment excellent et impressionnant compte tenu le prix que nous propose Lenovo pour le Legion Go. Le logiciel, qui est de loin le plus gros bémol de cet appareil. Donc, au premier démarrage, le logiciel n'est pas présent. Donc, si vous appuyez sur vos boutons en vous demandant pourquoi rien ne se passe, c'est parce que vous devez le télécharger et en faire l'installation. Donc, comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt, les deux boutons de fonction du haut, un sur chaque contrôleur, afficheront différents menus. À cet égard, tout peut rapidement devenir assez mélangeant. Je couvrirai pas tout parce que ça prendrait une éternité et probablement une vidéo à lui seul en fait, mais définitivement nous allons aborder les points clés. Donc le bouton du contrôleur de gauche qui est essentiellement votre station principale, c'est-à-dire le Legion Space où vous trouverez tous les coins du logiciel, apparaître en plein écran. Lorsque vous cliquez sur le menu en bas à gauche, cela fait apparaître 7 boutons. Dans l'ordre, on a ouvrir ou fermer le Legion Space, récemment joué, votre interface d'accueil, qui en réalité est plus un magasin qu'autre chose, votre centre de téléchargement Lenovo et vos captures d'écran, les paramètres de votre appareil et en dernier lieu, le bouton qui sert à éteindre, veiller, redémarrer, quitter, etc. Je tiens à dire que bien que le logiciel fonctionne de façon assez fiable, le parcourir est quand même assez déplaisant. En fait, c'est une expérience qui manque un peu de cohérence, je vous dirais, au niveau de la navigation. On se trouve à jongler entre les boutons car ce n'est pas très intuitif et j'espère que dans le futur, c'est quelque chose qui sera repensé par Lenovo. De loin, le bouton le plus important dans la liste qu'on vient de nommer est la petite roue d'engrenage, c'est-à-dire celle des paramètres. C'est là que vous allez pouvoir régler le RGB, c'est là que vous allez pouvoir changer vos boutons et c'est également là que vous allez pouvoir régler le TDP, c'est-à-dire l'enveloppe thermique. Ce qui d'ailleurs n'est pas présenté de façon, je vous dirais, évidente. Vous allez tout simplement dans votre onglet de performance et en changeant le menu pour quelque chose, je ne sais pas comment l'écrire en français, en anglais c'est écrit custom, vous pouvez à ce moment-là faire apparaître une petite barre pour y aller manuellement. Bien que j'apprécie que Lenovo nous permette de faire ces changements-là aussi facilement et rapidement, contrairement comme par exemple au Asus Rogue Ally, je vous dirais que le logiciel a quand même quelques bémols qu'on va couvrir un peu plus tard. Mais ceci dit, avec les bons programmes, on peut quand même facilement ajuster celui-ci sans aucun problème même chose, on va couvrir ça sous peu. Avant de passer au bouton de la manette de droit, je tiens à préciser que je suis un peu déçu avec le RGB du Legion Go. Naturellement, j'aime mieux en avoir que pas du tout, mais je vous dirais que c'est quand même limité au niveau des choix. Je suis pas impressionné par qu'est-ce que nous propose Lenovo à ce niveau-là. Après, est-ce que c'est une option qui est très importante? Je vous dirais pas vraiment, mais bien sûr, c'est quand même bon de le savoir. C'est pas super.
En fait, c'est bien, mais c'est de base. OK. Alors, à l'origine, je mentionnais comment ce bouton permettait de passer d'un menu à l'autre. Donc, une touche ouvrait ce menu, puis après ça le fermait, puis une autre touche ouvrait. Bref, il semble que c'est changé dans une mise à jour entre le temps que j'ai filmé et le temps que j'ai bâti le script. Ça a été amélioré. Je vous dirais maintenant que c'est tout compte fait beaucoup mieux. Mais ça reste quand même un parfait exemple où ce qu'une pression longue aurait été beaucoup plus logique. Donc, revenons à l'accès rapide. C'est-à-dire que vous aurez 4 boutons qui fournissent une série d'options. C'est-à-dire que le tout premier, vous avez l'onglet Performance qui nous donne accès à des informations rapides, nous permet d'afficher certaines statistiques à l'écran et nous permet également de régler notre TDP assez rapidement. Après ça, vous avez un onglet de mode de productivité, ce qui, selon moi, n'a pas vraiment sa raison d'être, mais bon, à chacun son avis. Et en fait, un onglet de centre d'aide. Donc, ça peut sembler tout simple, puis en vérité, je vous dirais que c'est le cas. Le logiciel fait quand même un bon travail dans le fait d'être suffisant. Vraiment, je reviens sur le point qui est son bémol, c'est vraiment sa facilité d'utilisation. Ça manque de cohérence. Donc, c'est une expérience qui reste quand même maladroite. Même un petit détail tout simple, mais qui, encore une fois, j'ai de la misère à comprendre. L'application, lorsqu'elle est ouverte, reste dans la barre de système. Déjà dans un appareil où la quantité de icônes que nous avons disponibles est quand même limitée, je trouve ça plutôt étrange de ne pas retrouver l'application dans le tiroir de système qui, selon moi, aurait été plus songé. Je prends un petit instant pour dire, si vous êtes toujours avec moi à regarder la vidéo, je vous remercie grandement pour le temps que vous m'accordez. J'espère que vous ne serez pas insulté par le fait de vous demander, si possible, de mettre un j'aime. Comme ça, je vais pouvoir savoir si ce vidéo qui, je traduis en français, vous plaît et si vous aimez regarder ce genre de critique qui est quand même assez laborieuse. Alors, lentement, on se rapproche de la conclusion. Abordons rapidement les performances. Le Z1 Extreme est sur papier à égalité avec le meilleur que le marché des consoles de jeux portables pour PC a actuellement à offrir, c'est-à-dire le Ryzen 78 40U. En résumé, les APU sont à peu près identiques en fait de performance, quoi bien qu'il y a quelques situations où le 7840U va en sortir supérieur. Voici un aspect qui reste important à souligner. On parlait un peu plus tôt du TDP qu'on peut ajuster à la volée. C'est génial sur papier, mais j'ai constaté que tout comme les profils du Ally, quand vous limitez votre appareil, disons, à 21 watts, celui-ci va quand même pousser plus haut d'un certain pourcentage et pendant un certain temps. Donc, ça donne l'impression qu'on limite qu'en réalité, si l'appareil estime qu'on a besoin de plus de jus pour aller chercher des performances plus importantes, celui-ci va pousser davantage. J'ai dû aller chercher une application qui s'appelle Handheld Companion, un logiciel hyper efficace et populaire parmi les propriétaires de consoles de jeux de PC portables pour vraiment limiter le TDP de façon catégorique. L'autre chose est que bien que le Go vous permette de le régler au-delà de 25 watts, ça va seulement le faire si vous êtes branché. Enfin, même si vous le mettez au-dessus de 25 watts sans le brancher, dans mon cas au moins, j'ai eu des problèmes au niveau du rafraîchissement d'image. J'espère que ça sera réglé dans le futur. Donc, à ce stade, je recommande de rester à une limite de 25 watts, exactement comme le Rogue Ally, ou si jamais vous allez au-dessus, de vous assurer d'être branché à l'alimentation. Ou si vous vous considérez un utilisateur assez expérimenté, vous pouvez regarder un BIOS qui s'appelle Smokeless sur GitHub. Mais soyez prévenus, c'est un outil très puissant et qui, dans des mains inexpérimentées, pourrait causer de sérieux dommages à votre appareil. Donc, tournons-nous un peu vers la résolution de l'écran. Même si vous baissez la résolution des deux appareils en 1920p, comme par exemple, le Rogue Ally, lui, va y aller vers 1080p en résolution verticale. Tandis que le Go, lui, va devoir aller chercher 1200p, étant donné que c'est un ratio de 16:10. Donc, en général, le Legion Go va avoir approximativement 10% moins de FPS. Cependant, la différence de rapidité au niveau de la RAM pourrait également fermer cet écart. Donc, ça va dépendre des jeux et de vos tests. Le 16:10 qu'on retrouve dans le Legion Go est un format qui souvent est plus, je vous dirais, convivial pour le 4:3, le 3:2 ou voire même le 1:1. Donc, surtout au niveau de l'émulation, c'est quelque chose que vous allez pouvoir aller tirer un avantage sur le Legion Go. Parlant d'émulation, bien que je ne sois pas une chaîne qui se spécialise dans ça, j'ai quand même fait les tests. Je peux vous dire le Legion Go est
impeccable au niveau de l'émulation. Vous allez pouvoir faire à peu près tout ce qui est disponible sur le marché. Alors sur ce point, n'ayez aucune crainte. Même allant de la Switch à la PS3, tout est réalisable. Je vous dirais que si un jeu ne fonctionne pas, ça sera plutôt non pas à la faute de la force de l'appareil, mais bien plutôt des programmes d'émulation qui ne sont peut-être pas encore habiles avec certains jeux, certains titres. Donc, si l'émulation est un point vers lequel vous voulez vous tourner, honnêtement, vous pouvez vous embarquer dans le Legion Go sans aucun risque. Ça va fonctionner avec brio. Et pour les quelques titres que vous aurez trop de misère avec la machine, de vous tourner vers le streaming sera probablement votre meilleur atout pour exploiter les puissances d'un PC de bureau. Bref, c'est difficile de déterminer exactement quel genre de résultat qu'on va aller chercher dans tous les scénarios. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment testé rigoureusement le processeur de AMD. Après, une chose qui est importante de mentionner au niveau performance, c'est que FSR 3, qui est une technologie qui s'en vient tout prochainement de AMD, est disponible et compatible avec cet appareil, tout comme le Steam Deck, le Rogue Ally ou les 6800U ou 7840U que nous retrouvons sur le marché. Et donc, une fois que cette technologie-là va être pleinement disponible, parce que présentement elle est en bêta, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme performance, parce que si c'est aussi efficace, au moins en référence à qu'est-ce que Nvidia produit sur le PC, je vous dirais que le panneau de 1600p pourrait devenir subitement beaucoup plus intéressant que ce que c'est présentement. Parlons maintenant de température. C'est pas génial. Je vous dirais pas par rapport à la température elle-même. Ça, honnêtement, c'est très bien. Je fais référence plutôt au ventilateur. Alors, j'ai mentionné un peu plus haut que le ventilateur était bruyant et grinçant. Il y a quand même une façon d'aborder ça, et non, je ne parle pas de mettre des écouteurs. En réalité, ce que vous pourriez faire, c'est d'aller chercher un logiciel tierce pour créer vous-même vos courbes de ventilateur. Naturellement, ça nécessite de faire quand même quelques tests et également, vous pourriez changer la pâte thermique pour voir si vos températures sont mieux. La température sur cet appareil n'est pas un problème. J'ai pas eu de contraintes non plus au niveau de l'efficacité. Et bien sûr, quoique vous pourriez probablement le deviner, je le précise quand même pour ne laisser aucun point non adressé, les manettes ne deviendront pas chaudes, la chaleur reste vraiment dans l'unité principale, alors ce n'est vraiment pas un problème sur cet appareil. Et donc, ma conclusion. Écoutez, cette revue va vraiment dans tous les sens. On a des points positifs comme on a des points négatifs, et je vous dirais que ça reflète parfaitement ce qu'est le Legion Go. Beaucoup d'aspects très forts, associés à d'autres qui, eux, sont moins attrayants. Le plus de géant qu'on retrouve dans cet espace du mini PC de gaming portable signifie que nous avons plus d'options et je pense vraiment que c'est sur ce point surtout que nous devons nous tourner lorsqu'on parle du Legion Go. Parce qu'en fait, si vous recherchez un équilibre qui est mieux balancé, j'aurais tendance à vous dire que le Steam Deck et le Rogue Ally font généralement parlant un meilleur travail à vous offrir des options qui sont généralement mieux balancées. Mais cependant, si les choses qui rendent le Legion Go unique vous semblent attrayantes, ça reste difficile de nier à quel point celui-ci est intéressant. Parce qu'effectivement, il offre quelque chose de différent sur le marché. Comme par exemple, OneXplayer a tenté de faire des contrôleurs détachables, mais on s'entend, c'était vraiment bâclé comme solution. Lenovo, eux, apportent une solution qui est beaucoup mieux conçue, d'autant plus qu'on a le mode FPS ou le mode souris qui est vraiment exceptionnel et unique en son genre. Et outre les solutions, disons, plus boutiques, comme par exemple GPD et Ayaneo, il n'y a aucun manufacturier de grande envergure qui a proposé une solution au niveau du GPU externe ou encore un protocole USB 4 ou encore des Hall sensors. Donc, on a vraiment, ou même un écran aussi gros, mis à part bien sûr le WinMax 2, mais encore une fois, WinMax 2, je pense qu'on parle d'un appareil qui est plus de type boutique. Donc, en conclusion, Lenovo arrive vraiment sur le marché en offrant quelque chose que sa concurrence principale n'offre pas. Et sur ce point-là, vraiment, je dis bravo à Lenovo et j'espère qu'ils vont continuer à évoluer dans ce marché. Mais, dans un même temps, je me sentirais malhonnête de vous faire croire que cet appareil n'a aucun sacrifice, que tout est parfait. On y retrouve quand même plusieurs points qui, on l'espère, vont s'améliorer. Comme par exemple, le logiciel pourrait être effectivement amélioré dans le futur. Moi, ce que j'espère en fait, c'est que Lenovo ne va pas abandonner cette ligne de produits un peu comme ils ont fait avec leur cellulaire. Parce qu'en fait, je suis déjà convaincu qu'ils apportent vraiment une balance exceptionnelle entre qualité et produit unique. Je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire lors de leur deuxième, voire troisième, ou qui sait combien de passages qu'ils vont avoir dans le futur. Pour l'instant, ils m'ont convaincu. Est-ce que c'est un produit parfait? Non.
Mais ça reste un produit que je recommande pour les gens qui s'intéressent à ce que cette console a à offrir. Mais si toutefois, les points qui font du Legion Go un appareil unique ne vous interpellent pas, je vous dirais peut-être de vous tourner vers le One X Fly de One Netbook, qui selon moi est un appareil exceptionnel. J'ai une revue malheureusement seulement disponible en anglais, mais prenez-moi au mot, le One X Fly est vraiment intéressant. Je vous invite à vous tourner vers cet appareil si vous cherchez une autre solution qui pourrait également vous plaire. Sur ce, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette critique et je vous dis à la prochaine.